une nouvelle manière de mesurer aussi bien la richesse que la valeur. Et je crois qu'il travaille sur les deux questions. Oui. J'aurais juste une question. Êtes-vous au courant des travaux de Fer, Jean Gadret, Patrick Vivray? D'accord. On va inviter bientôt Patrick Vivray ici. On en reparlera alors. On en parlera tout à l'heure, à la fin. Franck enseigne à l'université de Nantes et il est membre du conseil d'administration d'Ars Industrialis. En fait, pardonne-moi. J'ai oublié de vous dire que je suis désolé, pardonne-moi. Michel Deguy ne peut pas venir, malheureusement. Bon, on l'invitera dans une séance suivante, voilà. Mais j'ai oublié de le dire tout à l'heure et voilà. Pardon? Non, il n'a pas de pied, le micro. Vous m'entendez comme ça? Si je vous demande du pied. Si je le tiens, c'est ergonomiquement, c'est pas facile. Celui-là. J'ai débloqué. Non. Si j'en prends deux, ça va aller comme ça? Non, ça va pas. Bon, alors, en introduction, ce que je peux dire, simplement, je vais rebondir sur la dernière phrase. Quelles étapes pour la transition? Évidemment, on peut avoir comme objectif ce revenu dont on vient de parler longuement. Peut-être qu'il y aura un débat tout à l'heure. Et moi, les travaux qu'on mène avec un collectif d'économistes dans lesquels il y a PKA en particulier, donc, qui travaille sur les indicateurs, en fait, on aborde la question, disons évidemment, du point de vue de la transition. Et c'est l'idée de cette transition et de cette faisabilité qui nous intéresse. Donc là-dessus, je pense qu'on est en écho sur les objectifs. Par contre, évidemment, le chemin est différent, puisque le chemin, c'est pas de présupposer une inconditionnalité, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être en fait de faire en sorte que cette inconditionnalité soit d'une conquête d'une lutte idéologique, entre guillemets, qui permette évidemment de revenir sur la valeur travail, et évidemment sur le découplage entre travail et revenu dont vous avez parlé. Merci. Voilà, merci, c'est ça. Ça va mieux. Voilà. Alors, l'idée du travail que l'idée du travail, c'est que, en fait, c'est des micros qui sont. Moi, je vais l'idée du travail, en fait, c'est de partir de ce que pourrait être une économie de la contribution, et après, je ferai des propositions qui iront évidemment peut-être dans le sens, en fait, disons, d'un revenu de contribution, d'une allocation de contribution. Tout à l'heure, je ferai deux propositions, qui sont des esquisses qui permettraient évidemment d'être, comment dire, des marqueurs dans une transition par rapport à la question, évidemment, de l'objectif que vous définissez. Alors, l'idée, c'est, dans un premier temps, d'essayer de définir rapidement qu'est-ce que c'est que l'économie de la contribution. En fait, c'est lié, pour moi, à la notion disons, de proximité, d'une économie, de passage d'une économie de proximité à une économie de la contribution. Et je reviendrai tout à l'heure fondamentalement en fait sur l'inscription territoriale des revenus et de la création de richesses. Et donc l'idée, en fait, j'essaierai de montrer que visiblement le travail est toujours situé sur un territoire et que la question de la puissance publique pose la question de la territorialité et de l'économie en fait géographique qui aujourd'hui connaît une grande révolution et qui nous intéresse pour essayer de guider de nouvelles politiques publiques, alors même que les échelles territoriales sont totalement en train de se réorganiser depuis le local, donc c'est-à-dire les communautés de communes jusqu'aux institutions mondiales. Alors, le premier point, en fait, c'est l'idée d'un basculement qui nous ferait aller du terme, qui nous ferait envisager le terme de la contribution à partir d'un basculement qui irait du contribuable au contributeur. Le contribuable, évidemment, renvoie aux impôts, à cette figure, disons, ancienne du terme contribution. Alors, il y a un pôle négatif et un pôle positif. Je vais essayer de mettre en phase les deux pôles, disons, de ce partage concernant, en fait, l'idée de contribution. Évidemment, dans un premier temps, la contribution est en relation avec l'impôt. D'une certaine manière, contribution, c'est une action de contribuer à une dépense commune, donc on y reviendra tout à l'heure. Ça revient à des concepts de distribution, d'attribution, de partage. C'est apparenté, je fais plus largement, pas de détour, mais à la notion de tribu.
fondamentale, donc la communauté. Le principe de société, de socialité, etc. sont liés. On trouve ça dans des expressions comme par exemple payer son tribut, etc. Donc ça, c'est en fait, disons, le sens commun, disons, qui est rassemblé dans un ensemble de taxes et d'impôts. Le deuxième terme de contribution, en fait, et lui, à mon avis, il est marqueur d'une époque qui serait l'avènement d'un nouveau type de capitalisme, l'avènement d'un travail psychique ou cognitif. Et donc, en fait, le terme de contribution, d'une certaine manière, ce serait un marqueur. Marqueur de quoi? En fait, d'une participation, d'un apport, d'un concours, d'une collaboration à une œuvre collective, en fait, qu'elle soit, entre guillemets, littéraire, scientifique, etc., etc. Et donc là, en fait, on a la deuxième acception sémantique du mot qui arrive de la contribution. On passe de l'aspect négatif, entre guillemets, du contribuable à cet aspect positif du contributeur. Cependant, dans le premier cas, évidemment, il y a quelqu'un qui va verser une partie de ses revenus en direction, évidemment, de la communauté, avec le principe d'impôt. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus d'impôt, évidemment, puisqu'il faut quand même rappeler que certains tenants disons, de l'hypothèse, mais je vais pas, disons, de l'hypothèse d'un revenu inconditionnel supposerait, évidemment, un questionnement assez fort sur les impôts, voire même peut-être, disons, des questions assez difficiles sur les deux impôts. Donc pour moi, il ne s'agit pas, évidemment, bien évidemment, de supprimer l'impôt. Alors donc dans le premier cas, on a quelqu'un qui verse de l'argent, qui paye de l'impôt, et dans le deuxième cas, c'est-à-dire en fait la contribution, on a quelqu'un qui est bénévole. Autrement dit, la tension entre ces deux termes, négatif et positif, en fait, l'économie de la contribution consiste à essayer, évidemment, de les envisager dans ce basculement que j'appelle, entre guillemets, du contribuable au contributeur, qui fait écho à ce que disait Bernard tout à l'heure. Basculement, en fait, qui consiste à envisager deux moments de la contribution dans un circuit économique. Un moment dans lequel, évidemment, il y a une sortie, c'est-à-dire on paye des impôts, et un moment, évidemment, où la contribution pourrait être rémunérée dans un cycle qui serait, évidemment, une reconsidération du cycle de la production, tel que vous en avez parlé tout à l'heure, avec, évidemment, la possibilité d'avoir un revenu pas lié à un travail, mais plutôt à une activité. Ce qui d'une certaine manière, n'est pas rien, je pose simplement ça, n'est pas rien, puisque ça suppose ce basculement entre ces deux termes, du contribuable au contributeur, suppose évidemment qu'on essaye de s'interroger sur une logique très dure entre la logique intérétiste depuis 2 siècles, les utilitaristes d'un côté, et de l'autre côté, disons, la montée progressive du don, le paradigme du MOS aujourd'hui en témoigne. Et donc là, il y a dans ce durcissement, le MOS, le mouvement anti-utilitariste, dont Caillé, comment dire, est un collectif, fait un travail assez important autour de la notion de don, et l'idée de donner, rendre, recevoir, en fait, et serait un cycle de l'échange qui échapperait d'une certaine manière, serait une alternative, entre guillemets, à, disons, un modèle utilitariste. Alors, la perspective qui est disons, le fait de travailler à une économie de la contribution, c'est évidemment de ne pas se situer dans un clivage pareil, tout simplement parce que, par exemple, Stuart Mill, sur l'utilitarisme, il y a une conception du don chez Stuart Mill, je ne vais pas trop développer, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comment dire, surligner les brisures, mais essayer de rattraper ces oppositions et de les faire travailler ensemble. Alors, l'idée de cette, comment dire, de cette tension du contribuable au contributeur suppose évidemment la notion, disons, d'œuvre collective, ou encore même d'ailleurs d'un terme qui avait été créé dans les années 60 par François Pérou, de création collective. Pérou, à un certain moment, dans les années 60, voyait bien que, penseur comment dire, du plan, entre autres, ça a été rappelé aussi, mais de la comptabilité nationale, à la fin de sa vie, discutant avec Marcuse, etc. Et dans ses 2 derniers ouvrages sur la création collective, voyant bien, d'une certaine façon, que la nature du système de production était en train de changer, la montée de l'information en témoigne, même si à l'époque, évidemment, comment dire, l'informatique n'avait pas encore atteint les niveaux qui sont les siens aujourd'hui. Alors, l'idée, évidemment, c'est que l'économie de la contribution, c'est essayer de trouver une articulation entre le versant passif du contribuable et d'une certaine manière le versant actif du contributeur qui s'engage dans des activités. Et cette négativité, entre guillemets, vécue actuellement, comment dire,
pourrait revisiter la notion d'impôt, et en particulier la notion assez difficile de suppression des niches fiscales, de réforme de l'impôt, sur laquelle, qui est un vieux serpent de mer, sur lequel les socialistes en fait, ont fait naufrage depuis un certain temps. Donc l'idée, évidemment, le clivage du contribuable et du contributeur, ça éclaire un brouillage actuel qui existe en sous-main, je dirais, entre la figure, disons, du producteur, la figure du consommateur, la figure du citoyen. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est un marqueur fort dans l'histoire de l'individualisme occidental. Alors je ne vais pas développer cette idée-là, mais c'est quelque chose de très très important, puisqu'en fait, grosso modo, on assiste à la, disons, au délitement du citoyen, à la montée évidemment du consommateur et des conceptions addictives dans la consommation dans les années 60, et évidemment il y a une sorte de montée en puissance de la consommation et de descente aux enfers, entre guillemets, du citoyen, et probablement que l'économie de la contribution, c'est d'essayer de réarticuler ces deux, sans en appeler comme ça à une espèce de figure éternelle qui serait celle en fait, du citoyen et de la Révolution française, comme une sorte de vide absolu sur lequel, disons, le socialisme, depuis un certain temps, fonctionne. Donc en fait, l'idée, c'est d'échapper à la négativité de plus en plus grande qui est liée à l'image, disons, du contribuable. Tout à l'heure, on a parlé du montant des prélèvements obligatoires liés à l'État-providence. Il a atteint aujourd'hui ses limites. Limites qui sont d'autant plus importantes qu'elles génèrent une inégalité croissante, une consommation effrénée des ressources naturelles, et donc que la fonction de redistribution impartie à l'impôt est insuffisante. Et sur cette base, d'une certaine manière, on peut se poser des questions sur l'avenir de l'État-providence. Donc il s'ensuit donc un effet démoralisateur, et même une démoralisation complète sur le plan politique. Ce qui veut dire qu'en fait, la réarticulation de ce basculement entre contribuable et contributeur n'est pas une mince affaire dans l'histoire présente. Puisqu'effectivement, l'objectif, ça va être la recomposition d'un welfare, et évidemment, on va se demander tout à l'heure où sont les collectifs, étant entendu que ce welfare, ça ne sera probablement pas un État-providence comment dire, selon les déterminations que vous avez rappelées tout à l'heure avec les acquis concernant le principe assurantiel, le chômage, etc., le travail, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer, avec cette perspective-là, de penser ce basculement et Ars Industrialis, en fait, fait donc l'économie, enfin, la proposition d'une économie de la contribution. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà d'emblée, cette économie, je vais essayer de la préciser maintenant, je vais quitter disons, les enjeux disons, en termes d'acteurs, si cette économie ne relève pas d'une économie sectorisée, c'est-à-dire en fait ce n'est pas une économie des réseaux, une économie de l'innovation, une économie du numérique, effectivement, enfin, qui sont en fait des façons dont on nous propose aujourd'hui une économie de la connaissance, hein, évidemment, même une économie de la cognition, pourquoi pas, enfin, qu'on nous propose. Donc à mon avis, là, il s'agit évidemment d'envisager l'économie de la contribution et la partie liée à un principe d'économie générale dont évidemment Bataille a été un des initiateurs. Donc en fait, l'économie de la contribution doit évidemment s'armer d'une rationalité étendue, non limitée, qui aujourd'hui, d'une certaine manière, est fondamentale pour l'économie. Simon, un prix Nobel d'économie, articule, disons, cette pensée de la rationalité limitée. Elle ne peut pas aujourd'hui, cette économie de la contribution, se satisfaire du principe de satisfaction qui repose en fait sur un choix et un arbitrage de l'individu qui est grosso modo la figure du consommateur qui a été construite par le marketing dont vous avez parlé tout à l'heure, Bernard. Donc voilà, si on veut avancer dans cette économie générale, qui d'une certaine manière doit d'une certaine façon être un peu précisée, il s'agit de dire évidemment que cette économie contributive se situe entre la microéconomie et la macroéconomie. Et en fait, dans la mésoéconomie. Je vais essayer de préciser ça en disant que ces deux approches micro et macro en fait, de l'économie sont assez souvent contradictoires et que face en fait à cette opposition interne, disons, à cette approche qui partage le champ économique,
l'idée d'une économie de la contribution, c'est d'essayer de faire circuler, en fait, la microéconomie et la macroéconomie. Voilà. Alors comment, d'une certaine façon, en essayant d'abord de montrer que l'économie de la contribution est liée à une conception de l'innovation, est liée à une conception du système technique, est liée à une conception, en fait, du système bancaire, et donc elle est liée, d'une certaine façon, à une opposition que je reprendrai à Pérou, que je trouve assez intéressante, que j'ai relu dans un ouvrage qui de 64 qui s'appelle Le capitalisme. Il dit qu'il y a deux types d'innovations. Il y a les innovations sans signature. Les innovations sans signature, à l'époque, c'est le système bancaire. Et il y a les innovations avec signature. Et la signature, c'est la signature du collectif qui s'engage, en fait, dans un processus, disons, d'investissement avec un programme, avec un plan. Alors aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit pas de revenir au contenu que faisait Pérou quand il opposait l'innovation sans signature avec l'innovation avec signature, mais de dire qu'aujourd'hui l'innovation elle est pilotée sans signature, elle est pilotée évidemment par une certaine toxicité qui est liée au système bancaire et à son principe d'accumulation limitée. Alors même que d'une certaine façon, l'idée d'un contrat politique consisterait évidemment à revenir à une conception signée, c'est-à-dire d'une signature collective qui permettrait évidemment d'orienter les choix, qu'ils soient techniques, d'investissement, etc. Ça me semble particulièrement important. Et donc, cette circulation qui est basée autour de cette question de l'innovation permet en fait d'essayer maintenant, j'ai essayé de présenter, c'est un travail modeste, mais disons, ce que j'appelle en fait une construction d'une fonction de contribution. C'est-à-dire, en fait, l'idée, vous savez, essayer d'attaquer, entre guillemets, la nature des circuits économiques pour faire rentrer, en fait, dans les circuits économiques, cette contribution qui, d'une certaine manière, soit est pensée selon le mode de la capture, c'est-à-dire, en fait, de la rente et de l'utilitarisme, pour faire très court, soit du côté du don, c'est-à-dire, en fait, de l'altruisme et de la générosité. Et donc, la question, c'est bien de l'articulation de cette double tension qui sera un petit peu l'objet des réflexions que je vous propose. Donc c'est autour de cette fonction de contribution. Cette fonction de contribution, d'une certaine façon, elle est à construire, j'en ai déjà dit une chose, il faudra aussi l'imposer, probablement par des moyens politiques, comme étant une fonction qui peut devenir un objectif qui déplace en fait les cadres, disons, de l'économie politique. Et donc là, évidemment, il y aura le système politique dont on parlait tout à l'heure aura se réarticuler aujourd'hui sur le système économique, et on voit bien d'une certaine façon que cette déliaison entre le système politique et le système économique, du point de vue, disons, du socialisme, est tout à fait patent. 89 avec la chute de Berlin, mais deux aussi avec la tendance des dénationalisations, qui était grosso modo, en fait, la forme, disons, collective de la propriété dans laquelle l'économie politique, disons, socialiste ou social-démocrate, après un certain congrès de l'histoire du Parti socialiste, pouvait se penser. Alors, disons d'abord que la fonction de contribution ne se trouve pas dans la courbe des préférences du consommateur, ni dans la courbe d'offre des producteurs. Grosso modo, en fait, l'économie de la contribution échappe aux difficultés récurrentes qui marquent les débats, alors là, ça serait très très long, débats théoriques entre les fonctions de l'offre et les fonctions de la demande. Là, il y a une littérature assez importante, on est soit du côté de l'offre, soit du côté de la demande, et donc en fait, l'idée, c'est d'échapper à cette aporie et d'essayer de dire d'une certaine manière en quoi, j'en arrive maintenant un peu plus dans le détail, l'économie de la contribution serait liée à une dimension microéconomique. Et donc, en fait, liée aux modalités d'action des individus dans les organisations, et aussi à une dimension, entre guillemets, macroéconomique, en tant que principe d'économie politique et condition du bouclage économique. Tout à l'heure, on a parlé du bouclage économique, c'est le dernier point fondamental, puisque d'une certaine façon, c'est lui, ce bouclage économique, la macroéconomie, qui viendra d'une certaine façon piloter l'organisation de la microéconomie, grosso modo, c'est-à-dire en fait de la conception de l'entreprise, enfin de l'économie d'entreprise ou de la gestion, pour faire très, très simple. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la dimension micro, et le travail est assez ardu, est loin d'être totalement formalisé, c'est une direction. La dimension micro liée donc à microéconomique de la contribution, liée à la logique d'action des individus, va nous amener à un travail de redéfinition de la conception même de l'acte d'entreprendre. Bernard en a dit un mot tout à l'heure,
l'idée Ars Industrialis, c'est une forme d'entreprise, entre guillemets, mais c'est une entreprise, évidemment, dans laquelle il n'y a pas de circuit économique, et évidemment, il y a un circuit de gens qui nous acceptent et prêtent des lieux, etc. Il y a toute une économie de la gratuité, en fait, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors donc cette nouvelle conception de l'entreprendre passe par la définition de ce que pourrait être un entrepreneuriat collectif. Alors quand je dis que c'est une question très très importante, puisque ça suppose évidemment que l'entrepreneur, et je dirais simplement ça, n'est plus celui qui réunit les facteurs de production dans une composition originale individuelle. Aujourd'hui, évidemment, alors ça c'est la définition schumpeterienne de l'entrepreneur, un individu, des facteurs de production et une composition originale, et donc en fait l'entrepreneur comme magicien individuel. Il est clair qu'aujourd'hui on a à définir un entrepreneuriat collectif et que l'économie de la contribution doit y participer. Il y a une histoire déjà, évidemment, qui est liée à des formes qui ont été, il faudrait en faire disons, une longue archéologie qui est globalement l'échec, disons, de la mutualisation, du mouvement de mutualisation. Je prends le Crédit Mutuel aujourd'hui, des formes, disons, de publicité qu'on a sur l'assurance militant, etc., témoignent bien, évidemment, en fait, de formes qui doivent se racheter après, comment dire, l'échec qu'elles incarnent dans leur dérive. Et enfin, je ne vais pas parler trop de ça aujourd'hui, c'est pas mon sujet. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet entrepreneuriat collectif est vraiment une question essentielle. Et on essaiera, disons, de voir comment, d'une certaine manière, l'économie de la contribution doit investir pour développer cet entrepreneuriat collectif. Entrepreneuriat collectif qui est lié évidemment au système de collaboration, au groupware, au travail collaboratif lié, disons, aux technologies, disons, numériques, qui mettent en difficulté le mythe de l'entrepreneur collectif comme héros, en fait, du capitalisme. Et là, on a réécrit un récit, disons, d'une nouvelle révolution industrielle, sans partir des figures, disons, historiques. Les dernières figures du héros, c'était le capitaine de l'industrie, voire l'entrepreneur, etc. Donc là, il y a un vrai travail à faire, en fait, sur la construction, disons, d'un collectif et d'un modèle d'action à faire, qui ne passe pas forcément d'ailleurs par la définition d'un tiers secteur, mais ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Deuxième point important, sur la dimension méso et macro de l'économie de la contribution, c'est la mise au point, évidemment, d'une comptabilité, d'une création, de la comptabilité de cette création collective dont je parlais tout à l'heure en citant François Perron. Et il est évident que tout ce qu'a fait Jean-Marie, là, c'est, pour moi, ça fait partie, en fait, de cette mise au point, de cette tentative de mise au point d'une comptabilité de création collective, tout à fait évident. Alors, évidemment, on est au début d'un moment où on prend conscience que le cadre de la comptabilité nationale, comme cadre de la comptabilité collective, est largement insuffisant. On prend conscience aussi, en fait, que la façon dont l'économie et la gestion de l'entreprise, c'est très intéressant, mais ça ne peut pas parler de la société, puisque sa rationalité est très très limitée. Et donc là, évidemment, on a la mise au point donc, à faire d'une comptabilité de création collective. Alors autour de ce qu'on peut appeler à Ars Industrialis, la mise au point d'un compte de création collective. Alors dans le compte de création collective, il y a tout le problème, évidemment, fondamental, j'y reviendrai tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on compte. Du comptable. De quoi est-on comptable? Évidemment du chiffre. Et donc on ne peut pas, d'une certaine façon, passer à côté de la question des ordres de grandeur et évidemment de la question économique par la même. Alors on a déjà des éléments qui permettent, disons, d'aller dans cette direction de cette création collective. Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui aux États-Unis sur les Communities Indicators. C'est pas forcément un modèle qu'il faut transférer. On a vu tout à l'heure que les transferts, des fois, étaient assez malheureux. Mais disons qu'il y a une réflexion aux États-Unis assez importante sur les indicateurs de développement. En tous les cas, la question qui est derrière cette création collective, c'est la redéfinition même du bien-être. Alors, question très très importante, et en tous les cas, le welfare, il va falloir essayer de le confronter à un principe de calcul. Alors, ces deux remarques concernant la nécessité d'une perspective élargie de l'économie politique de la contribution m'amènent à faire
disons, un point suivant, c'est-à-dire en fait ce que j'appelle les 4 plis de la fonction de contribution. Si on veut essayer d'avancer dans la mise au point de la fonction de contribution, comme étant une fonction donc liée au calcul, il va falloir en fait déplier 4 points. Je vais les citer simplement parce que dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer d'être assez rapide. Le premier point, évidemment, c'est que, le premier pli, si vous voulez, c'est que la fonction de contribution va rendre compte évidemment d'un nouveau modèle de production, d'un nouveau modèle productif. Nouveau modèle productif, quand on parle du travail, quand on a parlé du nouveau facteur de production aujourd'hui, du général intellect, etc., on est en plein dans le sujet. Qui intègre, alors donc modèle productif qui doit se penser sous la double contrainte 1 de la finitude des ressources naturelles et 2 du caractère cumulatif des ressources liées à l'activité cognitive. Ça, c'est, disons, 2 points fondamentaux qu'il faudra aussi articuler. La finitude d'un côté des ressources naturelles et le caractère cumulatif, je dirais pas infini, mais disons exponentiel, on pourrait dire ça comme ça, des activités cognitives, c'est-à-dire liées en fait au développement de la connaissance. Et là, évidemment, il y a une redéfinition du système de production, et il y aura aussi un encastrement du système de production dans le milieu technique, le milieu social, le milieu psychique, dont a parlé Bernard tout à l'heure. Le deuxième pli, concernant la fonction de contribution, serait lié à la refonte de la notion de solidarité. Alors évidemment, au-delà du solidarisme assurantiel de l'État-providence, évidemment, il s'agit pour moi, et là je partage pleinement ce qui a été dit tout à l'heure, de relier la fonction de création à la fonction en fait, de protection. Fonction de création de richesse, et pas s'installer évidemment dans une logique de la redistribution, disons, d'une paupérisation qui serait liée à la pression d'une rente. Là-dessus, on est absolument d'accord. Et donc, ça veut bien dire qu'il s'agit de créer, alors le terme vaut ce qu'il vaut, une solidarité dynamique, après la solidarité mécanique, solidarité dynamique qui nous ferait rentrer dans l'âge de l'information, entre guillemets. Alors je ne veux pas travailler sur le concept de solidarité dynamique, entre guillemets je pourrais dire ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire en fait, ce n'est pas un solidarisme assurantiel basique. Alors là-dessus, il y a des études aujourd'hui sur l'histoire du solidarisme, les Hongrois, etc. Il y a toute une histoire qui remonte et qui témoigne bien évidemment de la nécessité d'en arriver à un certain entrepreneuriat collectif dont je parlais tout à l'heure et à la refonte, entre guillemets, du principe même de solidarité. Ce qui, évidemment, ce principe même de solidarité est une révision du système, non pas simplement de répartition et de redistribution, mais aussi de création de valeur, et je reviendrai tout à l'heure sur le problème de la valeur. Troisième pli, concernant la fonction de contribution, elle est liée, alors là c'est un pli qui est important, il est lié à l'établissement d'un nouvel ordre de grandeur. Alors là, je reprends l'expression à Boltanski. Cet ordre, nous avons un nouvel ordre de grandeur à anticiper. Et donc ça pose la question de sa mesure, de la mesure de cette nouvelle ordre de grandeur. Alors, nouvel ordre de grandeur qui serait lié pour moi, si on prend le modèle des cités, mais je dirais ça simplement à titre indicatif, ça serait grosso modo la cité numérique ou le territoire numérique. Il nous faudrait construire en fait un ordre de grandeur du territoire numérique. Le territoire, aujourd'hui, évidemment, est pour moi tout à fait important, et c'est justement ce qui va lier, à mon avis, la question d'allocation d'un revenu avec une territorialité, parce qu'autrement, évidemment, on voit bien les questions que ça pose. Alors, l'idée de cette nouvelle ordre de grandeur, ça pose la question de la mesure. Parce que mesurer, en fait, c'est pas calculer. Et mesurer, ça veut dire poser la question de ce qui est mesurable, de ce qui est mesuré. Et la mesure, ce n'est pas simplement une addition, une soustraction, autrement dit un différentiel, entre deux valeurs. Et donc la création d'un nouvel ordre de grandeur suppose la mise au point d'une nouvelle base de calcul qui pour l'instant, en fait, montre bien qu'il s'agirait de s'écarter du PIB, comme étant évidemment quelque chose qui est tout à fait, imprécis, et d'aller du côté du PNUD, mais en même temps, de ne pas se précipiter. En fait, grosso modo, c'est un indicateur, disons, de bien-être qui permettrait de mesurer l'état de la richesse en tenant compte, par exemple, de l'accès aux hôpitaux ou encore à la durée de vie, qui pourrait être calculé, si vous voulez, comme étant des indices, des indicateurs permettant de traduire, disons, un niveau de bien-être. Alors qu'aujourd'hui, dans le PIB, par exemple, rentre dans la construction des richesses, ce truc classique, les accidents de voiture, vous avez un accident de voiture, le taulier, en fait, répare votre voiture, et en fait, ça fait partie de la création de richesses que le fait de réparer un accident.
Et donc l'idée, c'est peut-être d'éviter les accidents plutôt que considérer que réparer les accidents font partie de la richesse. Il y a l'IDH aussi. Oui, bien sûr, il y a aussi... Alors disons, il y a tout un ensemble de travaux qui d'une certaine manière, sont à l'origine d'une question qui n'a pas échappé évidemment à la sagacité de notre président de la République, avec la commission Stiglitz, concernant en fait la mise en place de nouvelles normes de grandeur, donc en fait de nouvelles normes comptables. Et là, d'une certaine manière, on peut dire aussi que les socialistes avaient pris un certain retard sur cette question-là. Maintenant, c'est peut-être maintenant à eux de montrer qu'ils peuvent en fait refaire leur retard, je sais pas. En tous les cas, quatrième point, quatrième pli en fait, et là ce serait l'idée que l'économie de la contribution est liée à la condition territoriale. Condition territoriale, et quand je dis condition territoriale, j'ai presque envie de dire, alors c'est un pastiche, mais c'est simplement c'est une métaphore, c'est ce qui remplacerait la condition humaine aujourd'hui. C'est l'idée, ne pensons pas à la condition humaine comme une abstraction, ou comme un roman, mais pensons en fait les destins et les modes de vie personnels et le régime d'engagement autour d'une condition territoriale. C'est-à-dire en fait une articulation de notre vie sur un territoire avec des moyens, avec des revenus, évidemment, avec des raisons, et d'un milieu, évidemment, avec évidemment la constitution aujourd'hui de phénomènes qui sont liés à la métropolisation, qui sont liés en fait aux gouvernements locaux, hein, au CGL, qui sont liés effectivement à toutes les questions de la redéfinition, disons, autour d'un notion de territoire des politiques publiques. Aujourd'hui, il s'agit évidemment de considérer qu'il s'agit de mettre en culture le territoire, au sens de fertiliser le territoire par l'économie de la contribution. Donc ça veut dire évidemment s'éloigner d'une vision étriquée de l'aménagement du territoire. Alors, ces quatre points, ces quatre plis un peu dépliés, enfin très rapidement, l'idée, maintenant c'est ce que je voudrais essayer d'avancer, c'est l'idée de... 15 minutes 10. Bon, l'idée que je voudrais essayer d'avancer, en fait, rapidement, c'est l'idée de la création, du territoire comme participant d'une expérience intégrale. Bon, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire très rapidement. Pour moi, le territoire, en fait, il organise cette dynamique de la solidarité dont je parlais tout à l'heure, il la situe dans une dynamique où se croisent des territoires au sens de Guattari existentiels, des territoires économiques, des territoires géographiques. Et là, le milieu, évidemment, on a un milieu enrichi de toutes ces dimensions, alors que pour l'instant, on a une appréhension du territoire, disons, de manière assez parcellisée. Donc la conjonction de ces territoires physiques et psychiques, évidemment, mérite évidemment d'être mis dans les circuits, disons, de l'économie. Donc la fonction de contribution dont j'essaie de parler tout à l'heure, elle est forcément territorialisée. Elle sera forcément territorialisée. Et donc elle devra s'inscrire à la fois dans des circuits courts et aussi dans des circuits longs. Et j'aborderai le problème évidemment de cette double circulation entre circuits courts, microéconomie, et circuits longs, investissement public, pour faire un peu caricature. Et c'est dans cette double circulation en fait que va se lier la création de richesse, la formation de valeur, et évidemment la création collective dont parle Péraud. Alors, je voudrais essayer maintenant, avant de faire les deux propositions enfin, disons d'essayer d'aborder très très vite la question de la valeur. En disant déjà qu'aujourd'hui, il y a une maladie de la valeur, au sens, alors là, ce qu'a dit Bernard sur le problème il faut prendre soin de nos valeurs. Que ce soit nos valeurs économiques, évidemment, puisque nos valeurs économiques, elles sont liées, à les toxiques, les actions toxiques, parfois, pourries, vous voyez le terme de décomposition, et de l'autre côté, évidemment, les valeurs, disons, du vivre ensemble, c'est-à-dire de la sociabilité. Donc aujourd'hui, il y a une maladie de la valeur, qui est une maladie évidemment économique, mais aussi qui est une maladie des valeurs au sens éthique. C'est pas pour autant d'ailleurs que, et là je souscris tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de s'engouffrer dans un recours à l'éthique comme étant salvatrice, évidemment, et comme étant, évidemment, ce qui allait guider les actions, pas du tout. Il s'agit au contraire, évidemment, d'en faire une économie, de la remettre dans les circuits, disons, de création. Alors, la fonction de contribution du point de vue de la valeur, en fait, eh bien, va redistribuer ce qu'on appelle classiquement en économie les facteurs de production.
d'une certaine manière, l'économie de la contribution débouche sur une théorie de la valeur, ou sur une question de la valeur qui ne peut se limiter aujourd'hui à l'information donnée par les prix. Pour les économistes mainstream, en fait, la valeur, c'est l'information donnée par les prix, point barre. Bon. Il est clair qu'il y en a d'autres même qui disent qu'on n'a même pas besoin de la valeur. En fait, la valeur, c'est simplement un différentiel à un moment T0 et T1. En tous les cas, la position que Ars Industrialis et qu'on peut essayer de mettre en commun dans cette idée de l'interrogation sur la relation entre économie de la valeur et contribution, c'est d'envisager notre position comme étant la suivante. Il s'agit d'envisager la production de la valeur dans la troisième révolution industrielle qui pointe, comme ce qui implique une révision de la valeur de la production. Et ce n'est pas simplement une dialectique, hein, production de la valeur comme révision de la valeur de production. Et donc là, évidemment, la question de la production des richesses est centrale. Et il s'agit pour cela, évidemment, d'éviter l'écueil de ne pas limiter la valeur à la valeur ajoutée, la chaîne de Porter, d'éviter la querelle entre valeur travail et valeur besoin. Tout ça, c'est des choses, disons, qui ont une grande littérature là-dessus. La posture qu'on pourrait essayer de défendre est la suivante: envisager la question de la valeur comme l'extension d'une base informationnelle qui permettrait, en fait, d'être une base de mesure qui rende compte à la fois du plus et du moins dans un processus de création de valeur. Alors, ce qui est ajouté, ce qui est retiré dans la production, par exemple, eh bien, permettrait de calculer, entre guillemets, un état de la création de la valeur. Alors, je présente ça, c'est un petit peu compliqué, mais à travers l'exemple de l'empreinte carbone. Et on pourrait généraliser l'idée de l'empreinte carbone, c'est-à-dire en fait en disant que l'empreinte carbone est un cas d'extension de cette base dans le calcul d'un coût qui ne peut se limiter à un prix à un instant T de sa mise au marché. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on pourrait essayer d'envisager le processus de création de valeur autour en fait d'un calcul des empreintes larges qui sont liées à tous les cycles de production, ce qui nous permettrait évidemment d'alimenter le compte de création collective. Et là, on a un principe d'intelligibilité qui, ensuite, s'agit de mettre en musique par un appareil statistique lourd et par une comptabilité, qui s'inscrit dans l'ordre du calcul et pas dans l'ordre de la mesure. Alors pour cela, on pourrait faire, au-delà de ces empreintes, on pourrait faire, et j'en arrive à une distinction entre deux types de contributions, les contributions externes et les contributions internes. Et ces deux types de contributions vont me permettre en fait de faire des propositions qui vont dans la direction en fait de ce qui a été dit tout à l'heure sur le revenu. Alors, on distinguera donc les contributions externes et les contributions internes. Alors là, l'idée par exemple de l'empreinte carbone, c'est une contribution externe car elle est liée à des externalités négatives. L'idée évidemment pour nous c'est de développer une mesure d'une empreinte sociétale qui serait une donnée qualitative des externalités fournies par un territoire. Et là, on verrait d'une certaine manière, des choses qui nous permettraient d'envisager la construction d'actifs spécifiques collectifs, au sens économique du terme, liés à un développement territorialisé. Et là, on a un travail à faire et qu'on pourrait essayer de développer selon deux axes. Deux axes que je vais très rapidement, qui seront deux axes propositionnels. Le premier axe, en fait, ça serait ce que j'appelle la lutte pour l'extension, parce qu'il y a un côté lutte dans cette affaire, lutte au sens du combat, mais de la polémique, de la construction d'un dissensus pour évidemment arriver à des agencements qui vont être des nouvelles compositions. Et le premier aspect, en fait, c'est la lutte pour l'extension des externalités positives, versus évidemment l'appropriation et la captation dont on a parlé tout à l'heure, justement présentée par la critique, disons, du capitalisme cognitif qui a été fait par le courant de la revue Multitude et le travail de Yann Moulier-Boutan. Le deuxième, donc c'est lié à ce qu'ils appellent fort justement l'exploitation de niveau 2. C'est-à-dire, évidemment, les contradictions qui sont liées à ce nouvel état du développement économique qui suppose d'un côté la rente avec un capitalisme qui extorque une plus-value qui serait liée à une exploitation psychique, si on reprend le terme d'Habermas, ou une exploitation de niveau 2, si on reprend la terminologie du capitalisme cognitif. Alors, la deuxième idée qu'il faudrait développer,
ça serait, alors je vais revenir après sur cette première idée, mais sur cette deuxième idée. La deuxième idée qu'il faudrait développer, c'est la lutte pour l'extension des capacités. C'est-à-dire, en fait, essayer de faire en sorte qu'on pense les politiques publiques dans des logiques d'action qui accompagnent des régimes d'engagement des acteurs qui développent des contributions, c'est-à-dire en fait qui sont des acteurs contributeurs, par rapport au débat tout à l'heure, contributeurs dont je parlais au tout début de mon intervention. Alors, c'est double registre, c'est-à-dire lutte pour l'extension des externalités positives. Lutte pour l'extension des capacités suppose évidemment la construction d'un autre régime de justification qui concilie équité, assurance, recherche de l'égalité, donc évidemment une conception de la justice. Et donc là, il y a quelque chose qui va être important, puisque ce nouveau régime de la justification, j'en parlerai pas aujourd'hui, probablement qu'on pourrait en parler autour d'un creative welfare, disons d'une création collective qui mène évidemment à un degré de satisfaction qui serait en fait mesurable par le compte de création collective. Alors, je reviens sur la première proposition, sur l'enjeu des externalités et des politiques territorialisées. Très très vite, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que, en fait, on peut dire d'une certaine manière qu'il s'agit d'endogénéiser l'importance dans le calcul économique, pour aller très, très rapidement, des externalités positives. Et donc d'en fournir, disons, une représentation économique dans une théorie qui permettrait, disons, de réarmer le développement de toutes les formes de coopération et de toutes les formes de mutualisation qu'il faut essayer aujourd'hui de réinventer. Ce serait le premier point. Le deuxième point, pour aller à l'essentiel, sur le problème de l'extension des capacités, c'est-à-dire en fait d'envisager le développement des ressources liées aux contributeurs. C'est-à-dire en fait, l'idée, ça serait d'utiliser le terme contributeur et de le substituer au terme d'acteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les représentations actuelles, on parle des acteurs sociaux, mais on pourrait parler des contributeurs sociaux, ce qui, à mon avis, serait tout à fait judicieux dans ce glissement sémantique. En tous les cas, l'idée, et là, je vais faire une proposition qui fera peut-être débat tout à l'heure. L'idée, déjà, dans cette extension des capacités, on voit bien poindre la question, évidemment, du revenu. C'est-à-dire, en fait, développer ses capacités ou ses capacités, pour l'instant, je ne vais pas faire de distinction alors qu'il faudra en faire une, ça suppose bien, évidemment, ça posera bien, évidemment, la question du revenu. Et pour moi, en fait, et j'en arrive à mon tout début, c'est-à-dire à votre dernière phrase de tout à l'heure, en disant il s'agit d'opérer un mode de transition, c'est-à-dire en fait d'y aller graduellement, en fait c'est ça l'idée, et d'y aller sûrement aussi, et d'y aller sûrement, et donc dans un rapport de force, de construire des rapports de force politiques, il s'agit d'y aller évidemment en conciliant l'universel et le singulier. C'est pour ça que je ferai, par rapport à votre inconditionnalité, je ferai des réserves. Même si sur le fond je suis assez d'accord. Mais une inconditionnalité tout de suite me semble assez difficile à obtenir. L'idée, ça serait plutôt d'essayer de concilier un universel et une singularité, et le singulier, si vous voulez, et le singulier étant évidemment les individus, qui permettraient d'une certaine façon eh bien, de développer leurs capacités, à condition que ce développement des capacités rejoigne un télos, c'est-à-dire en fait un objectif qui serait d'une certaine façon une égalité, un principe d'égalité, qui est un principe, disons, essentiel de la démocratie. Et pour cela, on pourrait envisager l'universel abstrait comme le revenu d'existence. Alors, cet universel abstrait comme revenu d'existence, il pose la question, évidemment, de la façon dont il va rejoindre le territoire. Puisque, évidemment, il va falloir que ça passe par des médiations pour pouvoir être, comment dire, incarné dans le cycle économique dont j'ai parlé, et incarné dans une territorialité, autrement dit, dans une vie quotidienne des contributeurs. Alors, l'idée, ça serait, je termine, l'idée, ça serait d'essayer de maximiser, dans les limites du possible, alors, c'est très discutable, maximiser dans les limites du possible, alors les limites du possible, c'est le calcul, 500, 600, combien, le niveau d'allocation sous contrainte du déploiement d'une exigence de solidarité dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, j'opposerai en fait à votre inconditionnalité, maximiser dans les limites du possible le niveau d'allocation sous contrainte
du déploiement d'une exigence de solidarité dynamique. Ce qui pour cela me permettrait en fait de faire la distinction entre deux types de ressources. Des ressources externes, c'est-à-dire en fait des ressources qui vont du milieu vers l'individu, et des ressources internes qui vont de l'individu vers le milieu. Je simplifie. Donc dans le premier cas, en fait, on pourrait dire qu'il s'agit d'égaliser les ressources externes, donc aller du milieu aux individus, par un crédit de contribution, qui serait une forme d'allocation ou de dotation de contribution qui doit être applicable tout de suite et progressive. C'est pour cela que cette allocation pourrait être ciblée d'abord sur des publics très délimités. Et moi j'y vois une priorité absolue aujourd'hui, les étudiants. C'est-à-dire en fait ce qui va demain être la génération de la connaissance. Donc ça veut dire que ça ne commence pas à 18 ans, ça commence bien avant 18 ans. Deuxième point important, ce n'est pas une critique du tout de ce que vous avez dit, hein, c'est l'idée que cette progressivité, on pourrait l'installer évidemment sur des populations cibles. Premièrement, donc les jeunes, les étudiants. Alors je ne parle pas des sociologues et de la misère en milieu étudiant qui là véritablement aujourd'hui attendent de s'installer, pas simplement situationniste, mais une véritable paupérisation de la condition étudiante, qui font des petits boulots, etc., etc. Deuxième point, concernant les populations cibles, on pourrait dire que cette allocation de contribution pourrait être liée à des activités situées sur des territoires en relation avec le déploiement des industries ou des technologies, des industries de l'esprit ou des technologies relationnelles. C'est-à-dire en fait des activités socialement utiles pour être plus compréhensible. Et ce point-là me semble en fait, alors là évidemment, on rentre dans une conditionnalité, on n'est pas dans une inconditionnalité. Mais évidemment notre objectif, c'est de parvenir à l'inconditionnalité, mais on ne sait pas quand, et il y a les conditions de l'inconditionnalité, si je puis dire. Donc cette première orientation qui est l'égalisation des ressources externes, elle a un impact sur le deuxième moment dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait les ressources internes, c'est-à-dire les capacités de chacun. Les capacités de chacun, c'est-à-dire en fait, c'est le moment où l'individu va vers le milieu. Et en fait, on pourrait dire que par l'augmentation des ressources externes, il s'agit de faciliter un déploiement de l'exigence d'égalité interne, sans la rendre obligatoire, mais qui serait, dont l'existence serait le témoignage à la fois d'un développement des puissances d'être de chacun, en fait, d'une persévérance des puissances d'être de chacun. Donc de ce point de vue-là, on pourrait réaliser l'axiome spinoziste en fait, de la persévérance dans son être comme qualité d'être en fait, de chacun, à partir évidemment d'une conception, disons, dynamique de la croissance, où les capacités, d'une certaine façon, eh bien, seraient la garantie, disons, d'une tension qui diminuerait les inégalités.